Bonsoir, bienvenue au TNB pour cette première séance de cinéma et jeux vidéo. Cette séance est née d'un projet qu'on a monté l'année dernière qui s'appelait 4D. On avait fait des petits tests autour du jeu vidéo et ça remontait encore plus loin puisque pendant le confinement, on jouait aux jeux vidéo dans cette salle sur grand écran. Ça s'appelait les Picolis Games. Alors, c'était pas ouvert au public, puisqu'on n'avait pas le droit d'accueillir du public, mais c'était bien sympa le midi sur nos pauses pour venir jouer sur grand écran. Et ça nous a donné plein d'idées. Et puis, ça tombait bien, puisque à l'université Rennes 2, il y a Jean-Baptiste Massuet qui est avec nous aujourd'hui, qui a un enseignement, un cours qui s'appelle Cinéma et jeux vidéo. Donc voilà, on a monté ces projets ensemble. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et puis on s'est dit qu'on allait faire des petites rencontres comme ça en salle. Donc c'est la première séance qu'on fait ce soir. Une soirée en deux temps. Une première partie autour de Resident Evil dont va vous parler Jean-Baptiste parce que c'est sa spécialité et pas la mienne. Et puis une deuxième partie où il a choisi le film Zombie de Romero. Donc, vous voyez, il y a une thématique un peu claire entre les deux parties de la soirée. Je ne vais pas en dire plus. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste. Merci beaucoup de nous accompagner. On est ravis que tu sois là avec nous pour cette soirée. Et puis, merci à vous. Je vous informe juste d'une petite chose, c'est qu'il y a des caméras, c'est filmé, c'est pas du live. Donc, c'est pas rediffusé en direct. Par contre, on souhaiterait garder une trace et on va rediffuser sur notre chaîne YouTube du TNB. Voilà, si jamais il y a des gens qui ne veulent pas être filmés, n'hésitez pas à nous le dire et on voit si on peut vous placer dans des petits coins de la salle où vous ne serez pas filmés. Voilà. Jean-Baptiste, je te laisse la parole. Merci beaucoup Stéphanie. Oui, alors donc une double séance un peu particulière en effet, avec cette double programmation que je trouve vraiment intéressante, cette idée de relation entre cinéma et jeux vidéo, puisque l'idée va être aussi de comparer un peu les enjeux vidéoludiques d'un côté et les enjeux cinématographiques de l'autre, pour qu'on puisse s'apercevoir que l'un et l'autre peuvent bien sûr tisser des liens et des relations, mais que c'est peut-être pas si simple que ça en réalité. On va s'en apercevoir à la fois dans le jeu de ce soir, mais on va aussi s'en apercevoir dans le film, qui, on va le voir, tisse des liens assez intéressants avec la saga Resident Evil, ne serait-ce que parce que le créateur du jeu a ouvertement dit qu'il s'était inspiré de Zombie, qui était vraiment le film qui a été la révélation pour penser l'ennemi principal de la saga Resident Evil, qui est donc le mort-vivant. On aura bien sûr l'occasion de reparler de tout ça. Alors, c'est une configuration un peu particulière. Alors, pour le coup, moi, j'ai déjà fait plusieurs tests de commentaires, d'images vidéoludiques qui étaient joués par quelqu'un d'autre. C'est la première fois que je le fais tout seul, en jouant et en commentant en même temps, donc je vous garantis pas que ce sera parfaitement réussi. Il ne faut pas, du coup, pas hésiter, quand il y a des moments de latence, ou si je suis un peu concentré sur le jeu, il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Peut-être aussi parce que parfois je vais aller directement sur des aspects auxquels je pense en regardant les images, mais j'aurais pas pensé à certaines choses un peu simples, et peut-être aurez-vous envie de me poser des questions sur certaines choses, il ne faudra pas hésiter à me poser les questions. Je n'ai pas les réponses à tout, évidemment, mais je ferai en sorte d'apporter quelques réponses, voire même d'orienter le jeu en fonction de vos questions. Je me dis aussi que ça peut être assez intéressant, comme on est dans le cadre d'un jeu projeté, que vous puissiez aussi interagir, c'est-à-dire voire même parfois me demander d'aller dans telle direction, ou de prendre telle porte, ou de me dire que vous n'avez pas envie que j'aille dans une direction particulière. Voilà, il ne faut pas hésiter à participer, puisque vous allez vous en rendre compte. La difficulté aussi d'une séance comme celle-ci, c'est qu'on parle d'un jeu vidéo. Donc moi, c'est toujours la question que je me pose: dans quelle mesure il est intéressant de regarder des images auxquelles on ne joue pas? Je sais que c'est très tendance sur YouTube, Twitch, etc., et que c'est vraiment devenu quelque chose d'un peu habituel. Moi, ça a toujours été une question. Moi, je veux dire, regarder des images de jeux vidéo auxquelles je ne joue pas, ça me pose toujours une question, mais ça, c'est mon passif de cinéphile qui parle, effectivement, parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Du même coup, regarder des images de jeux vidéo, ça ne présente pas forcément le même intérêt, ça présente un intérêt néanmoins, et c'est cet intérêt-là que j'aimerais partager avec vous un petit peu ce soir. Donc, une autre façon d'appréhender le jeu, qui ne repose absolument pas, je le précise tout de suite, sur le skill, c'est-à-dire je ne vais pas faire une performance ludique, je vais me mettre en facile, je vais vraiment tout faire pour que la séance soit la plus simple possible, notamment parce que Resident Evil n'est pas un jeu facile du tout, et qu'il y a peu de sauvegarde, etc. Donc
si je meurs à un moment donné, on risque de revenir un peu trop loin en arrière, donc je vais faire en sorte que ça n'arrive pas, donc on va vraiment éviter ce genre de mise en danger. On n'est pas là pour la performance, par contre on est là pour commenter ces images un peu particulières, parce que, on bien s'en rendre compte, c'est pas des images de cinéma, voilà, et c'est assez évident, même s'il y a des sources d'inspiration, même si on peut penser des équivalents sur certains points, on va le voir, il n'empêche que les jeux vidéo reposent sur des modalités d'expression qui sont totalement différentes du cinéma, et c'est ça un petit peu qu'on va travailler. Alors, pour introduire un peu le jeu, parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui ne le connaissent pas, Resident Evil, hein, c'est un jeu, un monument de l'histoire du jeu vidéo, c'est un jeu qui a fait date au moment de sa sortie en 1996. Alors c'est un jeu qui a une histoire un peu bizarre, c'est une production, hein, d'un studio qui s'appelle Capcom, donc c'est une vraie production studio, mais qui a été l'un des premiers, pas le premier, hein, mais l'un des premiers jeux à mettre en évidence un auteur, un véritable auteur de jeux vidéo, qui s'appelle Shinji Mikami, et qui va être donc à la tête de ce jeu, qui va le faire connaître, même s'il a déjà fait quelques jeux avant Resident Evil. Il a fait notamment des productions Disney, des adaptations de Disney. C'est lui notamment qui avait fait l'adaptation de Aladdin sur Super Nintendo, par exemple. Donc on est sur des lieux, des espaces d'expression radicalement différents en termes de forme et de sujet, bien sûr. Et c'est à un moment donné Capcom qui a envie de réaliser un jeu, une sorte de remake d'un jeu qui avait fait un certain bruit à l'époque de sa sortie, qui s'appelait Sweet Home, qui est sorti en 1989, qui était un jeu produit en parallèle d'un film. On y vient, cette relation entre cinéma et jeu vidéo. Le film, c'était le Sweet Home de Kiyoshi Kurosawa. Son premier, alors c'est son troisième film, mais c'est son premier film d'épouvante et vraiment film de studio un peu sérieux. Et donc, Sweet Home était une adaptation vidéoludique du film. Et Capcom voulait faire un remake. Shinji Mikami s'est montré intéressé pour le faire et a proposé une orientation très particulière, puisque Sweet Home est un jeu en vue de dessus, très dans l'esprit des Zelda, etc. Donc avec une sorte de jeu de rôle un petit peu dans une maison hantée. Et lui a voulu un peu changer les choses avec Resident Evil, notamment en lui apportant cette dimension très cinématographique, hein, vous allez vous en apercevoir. Le jeu a une histoire un peu particulière, c'est que Resident Evil est effectivement sorti en 96, mais ce n'est pas la version à laquelle nous allons jouer ce soir, parce qu'elle est très datée, il faut bien s'en apercevoir. C'est un jeu qui est plaisant. Ok, il est plaisant de jouer quand on y a joué à l'époque et on aime bien le côté rétro gaming, etc. Mais sur un écran de cinéma, je me suis dit que ça allait piquer un peu les yeux quand même. C'est très pixelisé, avec des graphismes quand même un peu sommaires. Le jeu a connu un remake en 2002, qui a été un moment extrêmement important lui aussi, puisque c'est pour moi la vraie version de Resident Evil, complètement aboutie par rapport au désir de Shinji Mikami. Et c'est cette version 2002 à laquelle on va jouer, mais qui a été en fait remasterisée en version HD remaster en 2015. Et c'est donc cette version-là précisément à laquelle nous allons jouer ce soir. Sur les différences, c'est juste, après on lance le jeu, sur les différences avec la version de 96, on va s'en apercevoir assez rapidement. C'est le fait que la version de 96, donc c'était les graphismes très sommaires, mais c'était aussi une séquence d'ouverture absolument kitsch, mais devenue culte avec le temps, avec des acteurs amateurs qui ne savaient absolument pas jouer la comédie, des effets de caméra assez cheap, il faut bien le reconnaître, et des effets gore absolument ratés, mais la séquence est devenue très drôle malgré elle. Elle introduisait des personnages un peu bigger than life, comme on aime bien dire dans le milieu. Et donc Mikami était un peu honteux de cette séquence qu'il a tournée sans le sou, il n'avait pas le temps, donc il n'a pas pu prendre des acteurs professionnels, etc. Et son désir avec le remake de Resident Evil, c'était justement de faire en sorte de lisser un peu l'esthétique du jeu et d'éviter qu'il y ait une séquence en prise de vue réelle et ensuite les séquences un peu en images précalculées qui créaient un fossé très très fort en termes visuels. Et lui voulait créer une forme de continuité et donc faire en sorte qu'on ait une expérience cinématique, si je puis dire, globale. Voilà. Et vous allez voir que la séquence d'ouverture que nous allons découvrir est certes un peu série B dans l'esprit, voire parfois un peu série Z, mais sans commune mesure avec la séquence d'ouverture du jeu original que je vous laisserai découvrir sur YouTube. Elle est absolument formidable pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc je lance, je commande pas les séquences de cinématique pour que vous puissiez quand même rentrer un peu dans le film, dans le film, lapsus révélateur, dans le jeu, et je commenterai simplement les moments de gameplay en faisant un retour bien sûr sur ce qu'on aura vu dans les cinématiques. Resident Evil. Je rappelle que je ne vais pas du tout faire un défi. Donc je mets le jeu en mode facile et je prends un personnage qui facilite également la progression et la navigation dans le manoir, à savoir Jill Valentine.
Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Chris, this way. Damn it! Make for that mansion! Donc vous allez voir qu'il y a des temps de chargement un peu particuliers, notamment les ouvertures de portes. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Et là, vous voyez la première occurrence de ces fameux temps de chargement qui vont nous accompagner durant toute cette heure de gameplay. A dining room. Voilà donc l'entrée dans la fiction, et c'est à ce moment-là que le joueur prend le contrôle de Jill Valentine, donc dans cette fameuse salle à manger. Alors vous avez remarqué des choses sans doute sur le déroulement de cette cinématique. Déjà, c'est le découpage très cinématographique et le fait qu'au moment où on commence le jeu, c'est pas du tout un jeu vu de dessus ou en vue subjective, on est sur une composition d'images très cinéma dans l'esprit, avec un jeu sur la profondeur de champ, avec le chandelier au premier plan, le personnage à l'arrière-plan et la porte également à l'arrière-plan.
On va se déplacer dans ces zones qui sont des zones précalculées, on va y revenir, puisque en fait tous les décors du jeu sont réalisés en 2 dimensions, seuls les personnages sont en 3D en fait. Et donc les déplacements se font de manière assez instinctive, on va revenir sur les déplacements après, ils sont assez particuliers, et on va trouver des éléments sur lesquels on va pouvoir cliquer. Alors, par exemple sur la table, on voit qu'il y avait un élément qui brillait, qui nous mène à une interface dans laquelle on va pouvoir récupérer des éléments qui vont nous servir. Je dirai un mot tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes ici et nous visitons un peu cette maison, et quand nous sortons du premier tableau qui a été présenté aux joueurs, nous arrivons dans un deuxième tableau, et en fait tout le jeu est constitué comme ça de tableaux successifs qui sont déclenchés par notre déplacement, c'est-à-dire par notre positionnement spatial dans l'espace. Alors, je parle beaucoup et je joue pas beaucoup, mais parce que je sais que juste après il y a une cinématique que je déclenche, du coup, pour vous en dire un peu plus ensuite. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Alors, la première chose qu'on peut remarquer déjà, hein, c'est cette segmentation entre les moments où on joue, les moments de gameplay, et les moments de cinématique, donc dans lesquels on n'a pas la main sur ce qui se passe. Et vous remarquez d'ailleurs que dans la manière même de découper ces séquences, c'est très différent. Là, on est sur des choses, vous voyez, avec des plans relativement larges en termes d'échelle de plan, alors que tout ce qu'on a vu, la discussion avec Barry, était faite avec des plans plus rapprochés, hein, où c'était plutôt des dialogues qui étaient mis en scène. Et donc cette différence entre les moments de dialogue, de cinématique et les moments de gameplay sont aussi une des particularités du jeu vidéo, ce qui montre bien qu'il y a 2 modalités d'expression différentes entre le jeu et le film. Alors là, on va continuer à explorer un petit peu, parce qu'il y a encore plusieurs éléments avant qu'on ait vraiment la main sur ce qui va se passer par la suite, donc je ne m'attarde pas trop pour l'instant, on reste dans la découverte du lieu. Et on a cette porte, vous voyez, dans la configuration d'image, Barry vient de nous dire qu'il allait examiner le sang, et il nous dit, voilà, continue à explorer. Et là, vu la composition de l'image, on comprend du même coup que ce qui va nous intéresser, c'est la porte, puisqu'évidemment, la porte va cacher un élément du hors-champ que nous allons donc explorer. Temps de chargement à nouveau qui reviennent, c'est le moment où on ouvre la porte, qui crée une forme de tension évidemment chez le joueur, qui ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, et on se retrouve voilà, face à ce genre de configuration visuelle qui est absolument illogique hein, en termes de point de vue, puisque ici le personnage est censé voir ce qui se passe de ce côté-là, et est censé voir ce qui se passe de ce côté-là, mais nous joueurs ne voyons absolument pas ce qui est en train de se passer. Tout ce que nous avons, c'est 2 directions possibles, soit on va vers le haut, soit on va vers le bas, et évidemment, comme on a une lampe qui est plutôt dirigée vers le bas du cadre, on a cette volonté d'aller plutôt dans cette direction, puisque si on va vers là, on a un couloir plutôt inquiétant, on va dire, et si on va dans l'autre direction, on va se retrouver avec un espace qui est un peu moins long, un couloir qui est un peu moins long, qui va nous donner l'impression qu'il y a quelque chose à découvrir un peu plus rapproché. Et c'est cette fameuse découverte qui a vraiment marqué plus d'un joueur, évidemment. La première apparition de mort-vivant donne lieu à une petite astuce que les joueurs connaissent, c'est qu'on peut le tuer avec notre arme, mais il y a aussi un truc beaucoup plus simple, c'est d'aller retrouver Barry. Donc je le fais parce que ça, je m'en souviens bien. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. On reprend la main, et donc là, on nous demande d'aller retourner dans le hall. Hein. Là, nous avons laissé le personnage de Wesker. Alors, je vais vous en dire un peu plus sur les contrôles après, parce que il y a eu des décisions un peu particulières dans ce jeu. Un passage sur lequel je n'avais pas la main, donc là, pour le coup, un enjeu de montage, hein, où la durée du plan a été déterminée par le monteur du jeu.
Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Donc là, on nous demande très clairement de nous approprier un peu cet espace. C'est le principe de ce qu'on appelle un tutoriel, c'est quand on commence à se familiariser avec les commandes, avec le lieu dans lequel on se trouve. Donc là, évidemment, ce hall qu'on a découvert dans la séquence d'ouverture, on nous demande de chercher Wesker, on se doute qu'on va pas le trouver, évidemment, mais le principe, c'est évidemment qu'on explore globalement ce lieu, et du coup qu'on se déplace à l'arrière du hall pour retrouver Barry de l'autre côté. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay then, I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Thanks. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Le grand cliché des personnages qui se séparent alors qu'ils devraient rester ensemble, mais ça fait partie du charme des séries B, évidemment. Alors, c'est à partir de là qu'on a vraiment la main sur ce qui va se passer. Il y a moins de cinématiques par la suite, mais on est dans la logique de l'exploration du manoir pour essayer de savoir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y a une teneur narrative assez évidente dans le jeu. On nous raconte vraiment une histoire. On va comment essayer de savoir un petit peu ce qui s'est passé, essayer de comprendre où sont passés nos acolytes, etc. Donc, tout cela va nous guider, bien sûr, en termes de gameplay, en termes de jeu. C'est ça qui va nous donner envie de continuer le récit. Alors, je vous parlais tout à l'heure des choses qu'on pouvait ramasser. Alors, vous avez vu tout à l'heure, j'ai ramassé une sorte de ruban encreur sur la table. En fait, là, c'est un système qui permet de sauvegarder. Alors, je vais faire une sauvegarde ici, au cas où ça peut arriver, je me fasse tuer par un zombie et qu'on soit obligé de reprendre, ce qui serait dommage. On va pas reprendre à zéro. Ce que vous remarquez, c'est que les rubans encreurs sont nécessaires pour les sauvegardes. Alors, je vous remets l'inventaire, et ces rubans encreurs sont en nombre limité. On n'a pas à volonté, ce qui fait que les sauvegardes sont comptabilisées. C'est une des ressources du jeu qu'il faut essayer d'utiliser parcimonieusement. Et c'est ce qui va d'ailleurs être l'un des leitmotifs de la saga Resident Evil, c'est que c'est une série qui s'inscrit dans un genre qui s'appelle le survival horror. Vous avez vu la tagline du début, hein, tenter de survivre dans un monde d'horreur, qui littéralement nous nomme le genre en lui-même. Et donc l'idée de survie est évidemment essentielle, donc les ressources sont limitées, et il faut savoir les économiser, savoir s'en servir au bon moment, etc. Alors vous remarquez ici par exemple que j'essaie d'ouvrir une porte et elle est fermée. Alors on va se rendre compte que dans le manoir il y a énormément de portes fermées en réalité, ce qui crée une forme de navigation un peu instinctive finalement, un peu linéaire aussi, puisqu'on n'a pas le choix d'aller absolument où on veut dès le départ. Donc on ne peut aller que dans les endroits qui nous sont accessibles. Alors on se retrouve ici dans une pièce qui, vous voyez, est configurée selon une composition assez similaire à celle de la salle à manger de tout à l'heure. Et vous remarquez que, comme tout à l'heure, il y a un élément un peu brillant dans le plan, en haut de la cruche de la statue, et on se doute bien que c'est un élément qu'il va falloir récupérer. Les éléments un peu mis en valeur comme ça sont tout à fait importants pour la suite du jeu. Alors il y a un autre point qui est assez intéressant dans Resident Evil, c'est la façon dont on va pouvoir commenter le décor. C'est-à-dire que si on se met face au décor et qu'on appuie sur le bouton d'action, en fait on va nous commenter ce qu'on est en train de voir. Portrait accroché au mur, on jurait qu'il vous observe. Il y a un jeu toujours assez amusant sur les écrits. On va aller voir de l'autre côté. Des portraits de photographies si réalistes qu'on s'attendrait à les voir prendre vie d'un moment à l'autre. Vous voyez aussi dans quelle mesure les concepteurs, les game designers s'auto-congratulent de la magnificence visuelle du jeu, en disant finalement le jeu est tellement magnifique qu'on a l'impression que même si c'est des images fausses, elles pourraient prendre vie à tout moment. C'est aussi une manière de s'amuser avec le joueur. Alors il y a des éléments dans les images qui sont actionnables. Là on voit par exemple cette commode que je vais pouvoir déplacer. On voit bien d'ailleurs, un peu comme dans les dessins animés de l'époque où le cellulo était utilisé pour représenter les éléments amovibles dans l'image, on voit bien que ce buffet ne ressemble pas au reste du décor en termes visuels, il est légèrement plus... on voit bien qu'il est en 3D en réalité.
alors que comme je le disais, le décor, lui, est en 2 dimensions. C'était un choix pour, évidemment, avoir des décors les plus réalistes possibles. Donc là, l'objet qui était dans la cruche, c'était une carte du manoir, que l'on récupère, et qui nous permet d'avoir le rez-de-chaussée, et de comprendre un petit peu comment le lieu est configuré. Alors là aussi, c'est un des enjeux assez importants de ce type d'œuvre vidéoludique, c'est que bien sûr, il y a la partie gameplay, on est dans le monde du jeu, mais il y a aussi une partie de gestion cartographique, de compréhension cartographique de l'espace, pour savoir où on se situe. Donc là, on voit bien, hein, on se situe au niveau, il y a la flèche en bas à droite. Il y a des salles qui nous sont montrées comme étant non visitées, c'est toutes les salles transparentes. Les salles qu'on a visitées et qui sont vierges de tout élément à récupérer, ce sont les pièces vertes. Et les pièces qu'on a visitées, mais on n'a pas tout récupéré, ce sont les pièces marron que l'on voit ici, ou beige. Cette approche de l'espace, ou cette utilité de l'espace, on va le voir, elle est absolument essentielle dans un jeu comme celui-ci, puisque la question de la navigation dans l'espace est fondamentale. Vous allez vous en rendre compte, le lieu est extrêmement labyrinthique, et pour s'y retrouver, c'est un vrai dédale. Là, encore des tableaux que je peux admirer. Et là, je vais récupérer un nouvel élément. Vous voyez, il n'y a rien sauf un élément qui brille. Et donc, cet élément que je vais le récupérer, c'est un poignard. Et une évocation de l'utilité de ce poignard, sous la forme d'un tutoriel, comme je vous l'évoquais. Et on va se rendre compte que dans le jeu, il y a beaucoup de choses qui passent par le texte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des choses qui passent par l'image, c'est aussi une des grandes différences avec le cinéma. Il y a aussi des choses qu'on va comprendre par le biais de documents qu'on va récupérer, qui vont soit nous donner des indications sur le gameplay, soit parfois des indications sur ce qui se passe dans le manoir, et pour en savoir un petit peu plus sur son passé, son histoire, etc. Et là, vous voyez, la première trouvaille assez intelligente du jeu, c'est qu'au lieu de retrouver le couloir que je pensais arpenter, un zombie me barre la route, mais qui était caché par le hors-champ. Et là, ça va être la première utilisation du fameux poignard. Je me suis débarrassé de mon premier ennemi, vous le voyez, grâce à cet élément de gameplay qu'on m'a appris en fait juste avant. Hein, c'est une façon aussi de nous montrer l'utilité d'un objet qu'on retrouvera un peu plus tard dans le jeu. Mais là, en fait, on est quasiment obligé de l'utiliser parce que vous voyez que la distance entre le zombie et nous était beaucoup trop restreinte pour que je puisse m'en sortir avec mon arme. J'ai fait un peu de mise en scène avec quand je me suis mis à lui tirer dessus, mais je savais que je pouvais pas m'en tirer. Voilà, vous voyez des indices qui peuvent être parfois distillés par voie textuelle. Donc là, vous avez à peu près les 3 grandes configurations du jeu, les modalités audiovisuelles, les modalités textuelles, et les modalités qu'on pourrait qualifier d'interfacielles, donc c'est-à-dire l'interface avec les objets dont on dispose. Vous voyez qu'on a notre énergie qui est en haut à gauche, qui va se détériorer si on se fait attaquer par les zombies. On a nos munitions, évidemment, qui sont dans notre arme. On a un couteau dont on peut se servir si on n'a plus de munitions. Et donc les fameux rubans encreurs qu'on a trouvés tout à l'heure. Encore une porte fermée. Et vous remarquez qu'il y a à chaque fois des emblèmes qui nous sont indiqués, qui vont correspondre en fait à des clés qu'on va devoir trouver pour pouvoir, bien sûr, ouvrir ces portes. Un petit élément que je voulais évoquer aussi, c'est le gameplay en fait, du jeu, la manière de circuler dans cet espace. Les commandes, en fait, à proprement parler, elles sont un peu particulières. Je vous explique ça parce que vous allez voir que parfois, vous allez me voir faire des trucs un petit peu bizarres dans le jeu. Tout simplement parce que les contrôles de l'époque, donc de 96, c'était des contrôles qui étaient déterminés par la position du personnage. C'est-à-dire que là, mon personnage me fait face. Pour le faire avancer en avant, il fallait que j'appuie sur mon joystick vers l'avant. Ce qui était absolument contre-intuitif. Là, le personnage nous regarde, donc c'est en appuyant vers le bas, évidemment, qu'on va comprendre qu'on nous fait nous diriger d'une bonne manière. Ces contrôles de l'époque, on appelait ça les tank control tank, parce que comme pour les tanks, il fallait diriger le véhicule pour pouvoir en fait ensuite tourner et avancer. Donc là, c'était le même principe. Ils ont créé des commandes modernes pour la version 2002, ce qui simplifie considérablement la tâche. Donc là, on a un nouveau zombie. On va se débarrasser. Voilà. C'est le fameux couloir où on était tout à l'heure. Vous allez d'ailleurs très rapidement comprendre qu'il va nous falloir un sens de l'orientation assez important dans un jeu comme celui-ci.
puisque énormément de portes sont verrouillées, et c'est autant de portes qu'il faudra ouvrir plus tard avec des clés, bien sûr. On a un ascenseur auquel on ne peut pas accéder depuis ici. Donc j'explore rapidement les choses, et on a voilà, à nouveau une porte fermée. Donc c'est pour vous montrer toutes les limites du rez-de-chaussée que l'on découvre de manière inaugurale. Et c'était aussi pour commencer à vous faire voir un peu le principe de ce découpage en tableau, qui, vous le voyez, est assez étonnant. Alors je vais avancer un peu moins vite pour que vous puissiez apprécier les passages d'un plan à un autre. Alors ces passages d'un plan à un autre, c'est bien sûr ce qui a valu à Resident Evil l'appellation de film interactif, ou l'idée que vraiment on était dans une logique de cinéma, avec cette configuration visuelle reposant sur la perspective, avec une profondeur de champ qu'on va exploiter, avec du hors-champ, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, ici le zombie était présent dans le hors-champ, et seul ce changement de plan pouvait révéler un petit peu les choses. On va récupérer plein d'éléments qui vont nous servir un peu plus tard, évidemment, ici une cassette vidéo. Et vous voyez, dans la configuration, là encore, c'est la même chose. En haut à gauche, on voit qu'il y a un couloir dont on ne voit pas le contenu. Donc on a une vision tronquée qui est permise par ces axes de prise de vue. Et c'est simplement en nous déplaçant au niveau de ces endroits un peu inexplorés qu'on va créer les points de montage. Ce qui fait que le montage n'est pas déterminé par la temporalité, comme dans le cas du cinéma, mais bien par la question spatiale. C'est notre déplacement qui va nous faire changer de plan, en fait, concrètement. Donc on y voit un lien au cinéma assez fort avec ce montage, entre guillemets, mais en réalité ce lien il est fantasmé puisque c'est pas vraiment du cinéma. La preuve, vous voyez que vous ne regardez pas le jeu comme un film, et vous voyez bien que moi j'ai beaucoup de mal à faire deux choses en même temps, à avancer en même temps qu'en vous parlant. Donc ça montre bien que là on peut rester sur un plan comme celui-ci pendant très longtemps. La temporalité du jeu dépend du joueur et ne dépend pas du monteur ou du cinéaste qui a décidé du temps d'énonciation dans le médium en lui-même. Vous voyez, c'est pas le médium cinématographique qui crée la temporalité ici. Là, on a face à un cadrage que je trouve tout à fait intéressant, où la vision est totalement tronquée, le personnage voit quelque chose, mais on ne voit absolument pas ce qu'il voit, et il faut avancer pour qu'on puisse révéler quelque chose, révéler ce qui se passe. Donc ce cadrage est tout à fait singulier dans un jeu vidéo. D'aucuns diraient que c'est pas du tout un cadrage de jeu vidéo, puisque dans un jeu, normalement, on est censé pouvoir appréhender l'espace au mieux, et là, pour le coup, on ne peut absolument pas, on est obligé d'avancer, et donc dans l'angoisse de ce qu'on va découvrir, pour pouvoir évoluer spatialement. Et puis là, voilà, on va avoir un de ces fameux plans tout à fait inventifs du jeu, où on a un cadre débulé, qui est un pur héritage du cinéma, avec une ombre portée sur le mur. On trouve ici les influences, bien sûr, lointaines de Michael Curtis et des aventures de Robin des Bois, avec ces ombres portées contre les murs. Mais là, bien sûr, ce dédoublement du personnage, ce lustre dont la lumière va créer une ombre sur le mur, mouvante, qui renvoie, là, pour le coup, à tout le cinéma de Jacques Tourneur. On pense à La Féline et évidemment à la séquence de la piscine dans La Féline. Ici, on a l'impression d'un espace lui-même vivant, dans lequel on va évoluer, mais avec l'inquiétude, évidemment, de tomber sur quelque chose de maléfique. La question, on va trouver parfois différents éléments visuels qui vont nous renseigner sur le manoir, ou en tout cas nous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui s'y sont passées. Et ça, si, c'est une des spécificités du jeu vidéo. Autant dans un film, les choses vont souvent nous être racontées par le montage, on va nous raconter des choses, on va créer des séquences de dialogue, on va faire passer les informations véritablement par la mise en scène. Autant ici, on nous voit, là, j'ai découvert un cadavre au sol, et simplement j'ai cliqué dessus pour comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ce manoir, mais je ne sais pas quoi. Cette narration-là, elle est très spécifique aux jeux vidéo. On appelle ça la narration environnementale, pardon. C'est-à-dire que c'est le décor qui va nous raconter une histoire. Et là, Resident Evil est un jeu qui repose en grande partie là-dessus. Tout ce manoir que l'on va explorer est gorgé de récits qu'on va apprendre à décrypter au fur et à mesure de notre exploration. Donc là, encore des cadavres au sol, encore des plantes que je peux éventuellement récupérer. Alors là, je vous explique évidemment pourquoi je ne les récupère pas, c'est que vous avez repéré que mon inventaire n'est pas extensible. J'ai 8 cases possibles, et au bout d'un moment, je vais récupérer des objets qui me seront utiles, pour le coup, impossible de
de les récupérer si mon inventaire est plein. Ce qui fait que dans le jeu, il y a beaucoup d'éléments qu'on va parfois voir au sol, qui vont être intéressants, pardon, mais qu'on ne va pas récupérer, on va les laisser sur place pour pouvoir les récupérer un peu plus tard. Vous avez là une des premières occurrences de la difficulté de la maniabilité de ce jeu avec les changements de cadre, parce qu'évidemment, dès que ça change de cadre, nous ne sommes plus dans la logique qu'on avait au départ, c'est-à-dire que quand on avance vers le haut et que le plan de caméra change, eh ben, le réflexe, c'est de changer son pouce de direction, et sauf que le problème, c'est que le jeu n'est pas fait pour ça, et c'est ce qui fait que parfois, il va se passer ce genre de choses où on va revenir en arrière un peu instinctivement, mais du coup, ça crée des moments où on va se jeter dans la gueule du loup, en fait, on va se jeter dans la gueule des zombies alors qu'on voulait juste s'échapper. Vous avez encore ici une de ces compositions, je trouve, très intéressantes, où on a du hors-champ, mais là, pour le coup, on a un miroir qui va nous montrer qu'il n'y a pas de menace dans le couloir, mais surtout qui va nous montrer qu'il y a un objet à récupérer dans ce couloir, qui est présent ici. Alors, on va récupérer parfois des objets dont on ne sait pas trop à quoi ils vont servir, et on comprendra en fait plus tard dans le jeu qu'ils sont très utiles. Et il y a une possibilité donc de visualiser ces objets. Alors, ici, on va regarder cette fameuse flèche. C'est pas ça que je voulais faire d'ailleurs. Examiner. Et du coup, on peut comme ça regarder l'objet en 3 dimensions et parfois repérer des choses sur cet objet, par exemple le fait qu'on peut retirer la pointe de la flèche et donc obtenir une pointe en péridot, aussi appelée l'émeraude du pauvre, qui nous servira, là encore on l'imagine un peu plus tard. Alors ce découpage en simili-plans qu'on voit ici, il n'est pas du tout naturel dans le cadre du jeu vidéo. Concrètement, c'est, comme je le disais, comme c'est des vues qui se reconfigurent à chaque fois, ça fait qu'on a, c'est pas très instinctif pour le joueur en fait de se repérer, ce qui contribue à l'effet de, comment dire, je cherche mes mots, pas de déséquilibre, mais de vertige un peu, c'est pas de vertige, je cherche un mot pour définir cet aspect-là, de désorientation, excusez-moi, un effet de désorientation du personnage, qui évidemment ne connaît pas ce manoir comme nous, joueurs, nous ne connaissons pas ce manoir, donc on le découvre en même temps qu'elle, et cette découverte, évidemment, va passer par des moments de pérégrination, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on va aboutir, et parfois même notre sens de l'orientation n'est pas suffisant pour comprendre où on arrive. Là par exemple, est-ce que vous savez où est-ce qu'on est? Est-ce que vous pouvez deviner où est-ce qu'on se trouve? Ouais, on est au premier étage du hall, exactement. On a fait tout un tour en fait, en passant par l'endroit où on a trouvé notre premier zombie. Et évidemment, si on regarde, on voit bien qu'on est à l'étage, avec toujours ces compositions que je trouve assez magnifiques, très inspirées du cinéma de la Hammer, avec cette inspiration très gothique dans le design du jeu. Et donc, ces différentes pièces verrouillées auxquelles on n'a pas accès. Donc là, on voit un petit peu comment est-ce qu'on nous a fait un peu, par la force des choses, découvrir le manoir. Dès lors qu'on est un tout petit peu perdu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut revenir, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, on peut revenir sur la carte. Et donc la carte va nous permettre de comprendre un petit peu où est-ce qu'on se situe. Et ce que vous remarquez, c'est qu'il y a également des petits traits bleus ou des traits rouges qui représentent des portes ouvertes ou des portes fermées. Et vous remarquez qu'il y a une porte fermée, là, qu'on n'a pas été explorée, qui est en fait en haut de l'escalier. Donc on va retourner en haut, à l'étage. Et on va pouvoir explorer une nouvelle zone qu'on n'avait pas vue jusqu'alors. Alors ça, c'est une des trouvailles assez géniales de ce remake, c'est que dans le jeu original, toute la première partie se passe dans le manoir, mais on n'en sort absolument pas. Il y a juste un passage un peu plus tard dans le jeu où on passe dans le jardin, donc cette porte-là notamment, n'est pas ouverte au début. Et là, dès le début du jeu, on nous donne l'autorisation d'aller dans le jardin, qui est un des endroits évidemment un peu stressants, parce qu'on entend ces bruits, ce sound design, qui nous montre qu'il y a potentiellement une menace. On ne sait pas d'où elle va surgir, puisque la vue étant encore une fois tronquée, elle peut arriver de n'importe où, cette menace.
Des portes verrouillées encore. Ce genre d'angle de prise de vue est aussi assez intéressant, où on a l'impression d'une créature tapie dans l'ombre, qui serait cachée derrière les pierres tombales. Voilà, encore une de ces vues où on a l'impression que quelqu'un nous regarde de l'extérieur. Tout ça est très savamment orchestré, bien sûr, pour susciter l'angoisse du joueur. Et on se retrouve face à une tombe, avec un ange et une cavité en forme de pointe de flèche, comme par hasard. C'est là qu'on voit que c'est pas ça que je voulais faire. C'est là qu'on voit que le game design est tout à fait bien pensé. C'est que nous avons, par la force des choses, découvert les autres lieux avant et donc découvert cette pointe de flèche. Et c'est ce qui nous permet donc d'ouvrir cette tombe. Encore une fois, ces jeux d'éclairage dynamique, hein, qui étaient très impressionnants pour l'époque. Et voilà, on se retrouve à nouveau face à des configurations qui, cette fois-ci, font vraiment penser aux jeux d'énigmes à l'ancienne, où on a vraiment différents éléments dont on comprend qu'ils vont nous servir à un moment donné dans le jeu. Et là, principalement, on va regarder cet espace et voir qu'il y a à nouveau quelque chose à aller chercher dans le fond du cadre. Un livre, un grimoire. Comme on a appris à le faire, on va aller examiner ce grimoire. L'ouvrir, évidemment. Voilà, la clé au dos du livre. Une clé du manoir qui va nous permettre donc de déverrouiller les portes. Donc là, encore une fois, c'est le fameux contenu textuel dont je vous parlais, une énigme qui ne va pas nous occuper aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, parce que c'est beaucoup plus tard dans le jeu. Il y a des masques à trouver, voilà, qui nous serviront à débloquer cette énigme. Alors il y a un autre des éléments assez intéressants de ce remake par rapport au jeu original, c'est que, alors vous avez peut-être vu sur le flyer qui annonçait la séance, c'est que j'avais évoqué le fait que ce jeu était réalisé avec des plans fixes, une série de plans fixes en fait qui à chaque fois nous donnent des compositions suscitant l'inquiétude et l'angoisse, sauf que vous avez peut-être remarqué qu'en fait dans ce remake ce ne sont pas exactement des plans fixes. Vous avez vu qu'il y a des très légers mouvements de caméra qui accompagnent le personnage. Donc pour le coup, le joueur, bien sûr, incarne un personnage, mais par la force des choses, il est aussi un petit peu cadreur, finalement. C'est que les compositions visuelles sont vraiment le fait de son mouvement, de son déplacement. Vous voyez, même si c'est très subtil, ces mouvements de caméra sont bel et bien présents. Et là, bien sûr, ces ajouts qui ont été faits sont là pour cinématographiciser davantage le jeu. Le but, c'était justement de faire en sorte que le joueur puisse vraiment avoir l'impression de jouer dans un film. Sauf que vous l'avez compris avec tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, l'implication émotionnelle n'est évidemment pas la même exactement dans un jeu et dans un film. Ce qui n'empêche pas parfois de fonctionner de la même façon comme on va le voir. Alors ce que vous venez de voir est une relecture d'une séquence absolument célébrissime de l'histoire du jeu vidéo, puisqu'en réalité, dans le jeu originel, le moment où on arrive dans ce couloir, donc c'est le même début concrètement que ce qu'on a fait, le moment où on arrive dans ce couloir, on avance, on nous montre qu'il y a un point à atteindre, donc un point de fuite dans la composition, donc on se dirige naturellement vers ce point de fuite, et en fait, quand notre personnage est vraiment tout au bout et que notre regard est évidemment concentré sur lui, c'est le moment que je choisissais Shinji Mikami pour faire surgir un chien zombie de la fenêtre. Et c'était le premier chien zombie qu'on affrontait dans le jeu, ce qui crée un jumpscare évidemment absolument mémorable pour les joueurs qui n'avaient jamais vécu ça à l'époque. Et ici, Mikami va jouer avec l'attente du joueur qui voit le couloir et sait très bien qu'il va y avoir un chien zombie, sauf que non, surprise, on a la vitre qui est semi-brisée, mais il n'y a pas de chien qui en surgit. Du coup, toute la question du joueur, ça va être de savoir quand est-ce que le chien va surgir. J'ai jamais vraiment su si c'était aléatoire. On verra si on repasse par ce couloir, si les chiens finissent par arriver. Encore un de ces plans assez géniaux, complètement contre-intuitif. Quand on voit ça, évidemment, on se dit, bah oui, là, on ne sait pas du tout où on se dirige, donc forcément, le joueur est pris par un sens du hors-champ extrêmement fort, qui fait qu'on voilà, on est un peu obligé de se déplacer pour pouvoir investir le lieu.
Et donc, ce qu'on constate avec ces vues un petit peu tronquées que nous avons dans le jeu, hein, c'est que voilà, on a les fameux chiens qui sont ici et qui risquent de nous attaquer. On va pas forcément aller risquer notre vie ici, parce que les chiens sont plus difficiles à tuer que les zombies, ils sont beaucoup plus rapides. On va plutôt aller dans l'autre direction. Mais on voit bien à chaque fois, voilà, ces configurations visuelles où on a le hors-champ. À chaque fois, chaque couloir amène à un hors-champ qui du même coup nous incite à aller plus loin, mais également qui va susciter une forme d'inquiétude ou d'angoisse chez le joueur. Une angoisse qui n'est pourtant pas forcément celle du personnage, puisque vous remarquez qu'il n'y a pas de gros plan pour vraiment voir ses expressions, voilà, ce genre de petits commentaires toujours assez amusants dans une séquence comme celle-ci. Alors qu'à l'inverse, une cinématique va beaucoup plus jouer sur des effets hérités du cinéma. Ça, par exemple. C'était du planting. Donc, bien sûr, vous voyez que la séquence qu'on vient de voir, elle est impossible à jouer. Elle ne peut pas être pensée en termes de mise en scène et jouée de la façon dont on l'a vue. Elle repose sur des codes du cinéma, la contre-plongée, la main qui surgit au premier plan, etc. Tout ça, si on le fait dans le jeu, bah pour le joueur, c'est absolument impossible à éviter. On ne pourrait pas éviter ce zombie, en fait. Donc, seule la cinématique peut permettre de produire cette relation au cinéma. Ce qui fait que ce jeu crée bien sûr un sentiment d'immersion très très fort. Bon, là, on est sur un grand écran, on est tous ensemble, vous me regardez, je commente les choses en même temps, donc l'immersion n'est peut-être pas aussi sensible. Mais en fait, cette immersion, elle est assez particulière, en réalité, même de façon globale. C'est que c'est une forme d'immersion un peu distanciée. On ne fait pas corps avec le personnage. Ce qui sera le cas, en revanche, des autres jeux de la saga, puisque à partir de 2005, si je dis pas de bêtises, il y a eu un épisode assez célèbre qui s'appelait Resident Evil 4, qui va d'ailleurs connaître lui aussi un remake l'année prochaine. Et Resident Evil 4 a été cadré comme une forme de semi-plan séquence avec la caméra située au niveau de l'épaule du personnage. Alors je sais pas pourquoi je vais ici d'ailleurs, en fait c'est pour vous montrer, pour ceux qui connaissent le jeu, hein, c'est un piège, hein, il y a un fusil. Donc on se dit c'est super, on va être super armé, mais en fait, si on prend ce fusil, dans la pièce d'à côté, eh bien on a le plafond qui va nous écraser. Donc évidemment, on va éviter de prendre le fusil. Donc voilà, je disais que dans Resident Evil 4, on est vraiment avec le personnage, on accompagne son regard, du même coup on vit l'action en même temps que lui la vit. Alors qu'ici, vous le voyez, le découpage pseudo-cinématographique crée une forme de petite distance avec le personnage. On ne voit pas exactement ce qu'il voit. Là, par exemple, il voit quelque chose, mais nous, on ne le voit pas. Donc, il y a un décalage très clair entre le joueur et l'avatar. Voilà, le fameux hors-champ, qui nous permet de révéler le zombie, qui est beaucoup plus fort que les autres. Alors ce hors-champ assez particulier du jeu vidéo, il a quand même un effet. Hein. Concrètement, bien sûr, pour nous, joueurs, il va créer une angoisse assez évidente, mais vous voyez qu'on n'est pas dans un hors-champ cinématographique tel qu'on peut à la base l'envisager. Et on verra bien sûr dans le film de tout à l'heure que, évidemment, la mise en scène est totalement différente, elle ne se pense pas de la même façon dans le rapport à l'espace, etc., et notamment dans ce rapport au hors-champ. Alors ça, c'est une pièce qui est une pièce de sauvegarde, et vous voyez là encore, c'est une grande différence avec le cinéma, c'est qu'il y a des lieux dans lesquels on peut entreposer des objets qui ne nous servent plus. Voilà, par exemple, on n'a pas de fusil, donc bien sûr, les munitions ne servent pas à grand-chose. Et c'est un lieu où on peut sauvegarder la progression. La musique, bien sûr, devient un enjeu pour comprendre où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on se trouve. Et
Ce qui est bien sûr assez important dans un jeu comme celui-ci, et c'est là-dessus que je voulais rebondir en parlant du hors-champ tout à l'heure, c'est le fait que malgré tout, on nous fait comprendre, on nous fait entendre la position de ce personnage qui, on le comprend, est dans un manoir qu'elle ne maîtrise absolument pas. Donc cette découverte progressive fait qu'elle a beau arriver dans une pièce qu'elle visualise, et bien cette visualisation, bien sûr, ne correspond pas exactement à ce qu'on pourrait penser être l'espace. Donc là, typiquement, on va se retrouver, par exemple, face à un changement de plan, ici, où là, le personnage voit quelque chose, mais nous ne le voyons pas. Déconnexion donc cognitive, on va dire, entre le personnage et le joueur, mais qui permet de se mettre vraiment dans la peau de ce personnage et surtout de ressentir son appréhension, puisque finalement, c'est pas autre chose l'appréhension, hein, c'est penser qu'on va voir quelque chose, craindre de voir quelque chose, redouter de voir quelque chose, et c'est exactement ce que ressent ce personnage en réalité dans ce jeu. Une cheminée sans feu. Ah oui, non, je n'ai pas récupéré, il y a un objet que je devais récupérer à un autre moment. Je n'ai pas encore récupéré. Alors la saga va d'ailleurs emprunter d'autres voies dans la mise en scène. Là, je vous parlais de Resident Evil 4 avec la caméra au-dessus de l'épaule. À partir du 7e épisode, en 2017, pardon, ce sera en vision subjective. Donc on adoptera dans le jeu la vision du personnage. Et vous voyez aussi que la différence d'ailleurs entre les épisodes 4 et 7, qui chacun à leur manière, bien sûr, cherchent à nous faire adopter le point de vue de leur personnage, et bien dans le 4 et le 7, il y a une forme de continuité spatiale. C'est-à-dire qu'on suit le personnage au-dessus de son épaule en plan séquence, ou alors en vision subjective, on évolue dans un espace continu. Et cette continuité de l'espace, qui est en général propre aux jeux vidéo, parce qu'elle simplifie le rapport justement au lieu, on voit bien qu'ici, elle est complètement contrariée. Il n'y a pas de continuité de l'espace. Et cette segmentation du lieu qu'on explore va créer une forme d'intelligence spatiale qui repose purement sur la navigation. En fait, et là, vous voyez à nouveau où est-ce qu'on se retrouve, un lieu que nous avons déjà exploré, qui est le hall de départ. En fait, là, on voit bien qu'au niveau de la carte, on est au premier étage, évidemment, mais on voit qu'on se situe au-dessus de ce qu'on a exploré précédemment. Ce que ce jeu met d'ailleurs en évidence, on le voit, c'est une forme d'appropriation de l'espace. Contrairement au cinéma, qui peut créer une forme de déconnexion, bien sûr, pour le spectateur, pardon, lapsus révélateur. Le montage peut trahir le spectateur, peut créer des effets de faux raccords, etc., etc. Là, pour le coup, on voit que l'enjeu il est tout à fait différent. Il ne s'agit pas de jouer sur des faux raccords, parce que sinon on se perdrait vraiment visuellement dans le lieu. Il s'agit au contraire de nous donner des points de repère. Et vous voyez que en évoluant dans l'espace, en revenant dans le hall, eh ben je retombe constamment sur les mêmes compositions visuelles. Et c'est ça qui me permet de me repérer en fait dans cet espace. Parfois, c'est pas le sens de l'orientation qui va le faire, puisque des moments où on va avoir des circulations un peu labyrinthiques dans le lieu, mais c'est simplement le fait de reconnaître un cadre, de reconnaître une disposition des éléments scéniques dans l'espace, qui va faire qu'on va savoir où est-ce qu'on se situe dans le lieu, dans le monde du jeu. Est-ce qu'à un moment ça va changer ça ? C'est-à-dire ? Par exemple, si y a une cinématique où le personnage va être encore plus perdu, je sais pas quoi, peut-être est-ce que ça va justement, les vues vont changer pour perdre encore plus le jeu ? Alors, je vais vous en montrer un petit exemple, justement. C'est intéressant ce que vous dites. On va retourner à l'endroit où on était tout à l'heure, avec cette porte fermée, qu'on va du coup ouvrir avec notre clé. Et là, pour le coup, il va se passer quelque chose. Alors, je vous dis pas trop quoi. Alors, je sais plus trop exactement comment ça se passe ici. Il y a un moment où c'est encore plus flagrant, mais c'est beaucoup plus tard dans le jeu. Ici, il y a un cadavre. Alimentation coupée. Alors, est-ce que c'est peut-être que ça intervient un peu plus tard? Je vais voir. On va essayer donc de repartir. Voilà.
Voilà, là, un exemple de vue subjective du coup qui renverse un peu notre appréhension de l'espace. Donc là, peut-être pour répondre un peu à votre question, vous voyez, on a eu cette vue subjective qui peut être un peu déstabilisante, parce qu'on s'attend pas à avoir ça au moment où on repart, on s'attend tout simplement à retrouver notre beau vieil escalier tel qu'on l'a laissé, c'est-à-dire le cadre en vue, vue en plongée, quasi zénitale, et c'est pas exactement le plan qu'on avait, cette vue subjective, renverser un petit peu la perspective, et il y a un moment dans le jeu, c'est un peu plus tard en fait, où c'est beaucoup plus flagrant, un moment où on sort du manoir, et quand on y revient, il y a pour le coup des nouveaux ennemis qui arrivent, et la manière de les introduire passe justement par un choix de vue subjective, où la créature va parcourir tout ce qu'on a exploré, mais très très rapidement. Et cette vitesse associée à la vue subjective nous perd complètement, on ne sait pas ce que c'est, et on finit par comprendre, ah oui, en fait, c'est une créature qui revient sur nos pas. Et quand on comprend ça, évidemment, on est extrêmement angoissé à l'idée de rencontrer les fameuses créatures qui sont absolument horribles et très difficiles à abattre. Alors, on peut peut-être continuer un peu sur certaines questions éventuelles, puisque il est déjà 20h. Là, je parle beaucoup, évidemment, et je vous avoue qu'en vous parlant, je ne sais plus où aller, je ne sais plus où sont les portes avec la fameuse clé. On va en retrouver une ici, je ne sais plus. Alors, je ne sais pas si ça vous pose des questions, s'il y a des choses que vous souhaiteriez savoir sur le jeu, par ailleurs. Concernant les mouvements de caméra, ouais. Est-ce que des fois le joueur va se trouver dans un plan où la caméra bouge sans que ça soit de son ressort? Non, je crois pas que ça arrive. Il me semble pas, en tout cas. Par contre, il y aura des mouvements de caméra plus élaborés dans l'épisode Code Veronica qui sortira en 2000, puisqu'on y trouve des plans en 3D précalculés, des plans en 3D réels, pardon. Ce qui fait que parfois on va se déplacer et pendant très longtemps la caméra va nous suivre en travelling, par exemple. Ici, il n'y a pas de travelling, il n'y a que des panoramiques, des très légers panoramiques. Mais des moments où la caméra se déplace sans nous, je n'ai pas souvenir en tout cas, je crois pas. Alors là, c'est assez intéressant, on voit bien que dans la façon dont c'est composé, on ne voit pas la menace, mais on l'entend. Très clairement, il y a un jeu sur le son qui est absolument évident. On comprend qu'il y a donc des créatures, sauf qu'on ne savait pas si elles venaient de l'escalier ou du couloir. La petite surprise, c'est qu'il y en a deux. Munitions. Donc là, on voit, le principe, c'est d'arriver à, comme dans un film qui mettrait en jeu le hors-champ, réussir à investir le hors-champ pour justement le rendre un peu plus rassurant. Une fois qu'on a tué tous les zombies, on pourrait se dire, bon, c'est bon, là on est un peu tiré d'affaire, et du coup on peut revenir dans les zones qui nous inquiétaient au départ et finalement les reparcourir sans sensation de danger, puisque finalement on a éliminé les menaces et on se retrouve du coup dans des lieux connus, des lieux rassurants, ce qui est tout le principe du champ et du hors-champ au cinéma. Le champ, c'est ce qui est rassurant, c'est ce qui est maîtrisé, le hors-champ, c'est ce qu'on ne maîtrise absolument pas. Sauf que cette dimension rassurante, Shinji Mikami, un petit malin qu'il est, va s'amuser avec elle à un moment donné dans le jeu. Alors je pense qu'on le verra pas, puisque c'est un petit peu plus tard dans le récit, surtout que là je suis en mode facile, donc ça va être un peu plus loin je pense dans le jeu. Mais en fait, il s'avère qu'il y a un moment donné dans le jeu où les créatures, les zombies, vont revenir à la vie. Ceux qu'on n'a pas préalablement brûlés, parce qu'à un moment donné on est censé récupérer un briquet, et grâce à ce briquet, donc on va pouvoir brûler nos victimes, sauf que si on le fait pas, au bout d'une heure ou deux de jeu, les zombies reviennent à la vie, et non seulement ils reviennent à la vie, mais surtout ils reviennent plus puissants, rapides, un peu comme les zombies modernes en fait, et non plus les zombies de Romero, justement, on y revient.
Et du coup, ils sont beaucoup plus difficiles à tuer également. Ce qui fait que la terreur revient à ce moment-là, une fois qu'on croyait avoir maîtrisé le hors-champ dans le jeu, finalement le hors-champ devient doublement inquiétant, puisque les créatures, on sait qu'elles vont revenir et qu'elles vont revenir encore plus puissantes. Donc il y a tout un jeu avec le game design qui est assez passionnant, qui tient sur la longueur, bien sûr. Là, je vous l'explique un peu pour vous montrer aussi toute l'intelligence du travail de Shinji Mikami, qui se pose des vraies questions de game design, à savoir comment est-ce qu'on suscite la peur avec des angles de vue qui, on le voit, sont précalculés, qui reviennent et qui du coup font que une fois qu'on a fait un parcours un peu labyrinthique, on peut reconnaître et saisir où est-ce qu'on se trouve. Ah oui, j'ai oublié quelque chose ici, bien sûr. On va les récupérer. Donc là, on voit qu'il y a toute une aile ouest du manoir qu'on peut visiter. Et souvent, quand on nous indique que vous avez déverrouillé la porte, on comprend intellectuellement qu'on va tomber dans un endroit qu'on connaît, en fait. Et vous voyez, on se retrouve à nouveau dans le hall. Il y a une dimension assez organique dans le travail de Shinji Mikami. On a ces espaces qui sont vraiment interconnectés et qui, justement, font sens uniquement parce qu'on les explore. Et toute l'histoire du jeu, d'ailleurs, ne repose que sur cette navigation, que sur cette appréhension et cette appropriation de l'espace, puisque c'est en explorant, en découvrant, en lisant des notes, parfois présentes dans certaines pièces, qu'on va découvrir des secrets, qu'on va mieux comprendre ce qu'on a vu dans une pièce précédente, ce genre de choses. C'est tout le principe de la narration environnementale. Alors, siffler pour chien, on peut se dire que c'est un peu étrange, mais j'ai avec une petite photo où on me dit qu'aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse, et devrait rappliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux vous confier cette mission qu'à vous. Je peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps. En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous avons tous deux à y gagner. On voit une forme de mystère qui va naître par les différents textes donc, que l'on va trouver, qui vont nous permettre progressivement en fait, de lever le voile sur le mystère de ce manoir. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, bien sûr, je ne révèle pas le poteau rose, mais qui vaut le détour, puisque bien sûr, il y a quelque chose de tout à fait spectaculaire dans la gestion narrative donc, de ce manoir qu'on explore, et qui va révéler des espaces insoupçonnés au départ. Alors je résiste quand même pas à l'envie de vous montrer cet ennemi qui nous a accompagnés dès le début du jeu, puisque dans la cinématique inaugurale, nous avons été attaqués par des chiens zombies que je vous ai en plus annoncé comme surgissant d'une fenêtre et qu'on n'a pas vu. Évidemment, on va aller les voir, ces petits chiens quand même, tout sympathiques. On retourne donc dans l'ouest, on vient de nous annoncer dans le mémo que c'est à cet endroit que les chiens sont présents. Et donc on va aller les attirer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner de manière à être un peu plus opérationnel. Et donc, on va utiliser le sifflet pour chien. Et voilà, vous voyez qu'ici, il n'y a pas du tout de mise en scène, de mise en scène du... comment dire ? Hop, on va y arriver, j'espère. Hop. Vous voyez que là, mon énergie est un peu faible, donc je vais utiliser une herbe verte pour me soigner. Voilà, donc les fameux chiens qui nous ont inquiétés dès le départ, qui me permettent de récupérer le fameux collier dont on parlait. Et même chose, si on examine ce collier, on se rend compte qu'il y a un bouton qui nous révèle un bijou. Et qui est en fait une clé. Donc la clé qu'on avait fini d'utiliser, eh bien évidemment nous amenait
à découvrir cette deuxième clé qui va nous permettre par la suite, bien sûr, de continuer à explorer. Je résiste quand même pas, et on pourra peut-être s'arrêter là, à vous montrer, en espérant que le script se déclenche, parce que là pour le coup j'en ai pas la certitude, on va voir, la séquence dont je vous ai parlé, avec les chiens qui surgissent de la fenêtre. Logiquement, si je retourne dans le couloir, je pense qu'il devrait arriver. Donc c'est juste de l'autre côté et en bas, on va y aller tranquillement, enfin rapidement. Donc c'était aussi pour vous montrer à quel point les images de jeux vidéo sont très différentes du cinéma, on le voit, hein, puisque on ne passe pas ici par les échelles de plan type gros plan, les travelling sont complètement absents, etc. Ça passe par une autre dynamique, une autre conception en fait de l'image qui nous renseigne sur sa valeur cartographique. L'image est pensée vraiment sous l'angle de la navigabilité, de la navigation, et c'est nos déplacements au sein de l'espace qui nous permettent donc de comprendre tout ce qui fait le sel et l'intérêt du fait vidéoludique, si je puis l'appeler comme ça. C'est vraiment cette idée qu'on va apprendre à connaître un espace, apprendre à s'en saisir, et à le maîtriser. Autant pour moi. Alors c'est peut-être si je reviens en arrière. On va repartir en arrière. Voilà. On sait d'ailleurs que c'est pas un grand jeu d'habileté, hein, puisque ça vise à peu près automatiquement. L'enjeu n'est pas là, l'enjeu il est vraiment dans les puzzles, dans la découverte, encore une fois, du lieu. Voilà, à moins qu'il y ait des questions, évidemment, auxquelles je peux répondre, mais peut-être qu'on peut en rester là. Et surtout, vous allez voir que tout ce que je viens de vous expliquer ici va vraiment faire écho au film que vous allez découvrir après, j'imagine, le Zombie de Romero, où on va retrouver chez Romero un rapport un peu similaire à l'espace. C'est pas du tout surprenant que Mikami en ait fait un film, une influence majeure en fait dans sa conception du jeu. Donc bien sûr, on en reparlera tout à l'heure pour ceux qui continuent la double séance. Là, les zombies, ils sont gentils, c'est parce que c'est en mode facile. Ouais, oui. Tu prends un mode dur et plus ils sont agressifs, plus rapides. L'agressivité reste la même, ça reste des zombies très Romero dans l'esprit, par contre, il faut plus de munitions pour les tuer, par exemple. Et il y en a autant ou il y a plus de zombies Là, il y en a pas beaucoup, j'ai l'impression. Enfin, c'est le début du jeu, j'imagine. C'est ça. Alors évidemment, il n'y en a pas beaucoup, et c'est aussi ce qui permet de montrer qu'on va plus être sur un jeu d'ambiance, un jeu d'atmosphère qu'un jeu d'action. Dans les suites, il y aura beaucoup plus d'ennemis, etc. Là, tout le jeu, et je l'expliquais tout à l'heure, c'est la question de l'appréhension. Comment créer l'appréhension et la peur de ce qu'on va trouver. Parfois, il n'y a rien, parfois, il y a quelque chose. C'est ça qui va créer toute la dynamique, en fait, du jeu. L'attente, en fait, que ça va produire. Mais effectivement, c'est un jeu où il y a assez peu d'ennemis. Par contre, quand ils sont là, en mode difficile, ils sont assez coriaces. Et donc, parfois, il y a des morts qui ne sont pas voulues et on retourne assez loin en arrière parce que, vous l'avez vu, il y a peu de sauvegarde. On a évidemment moins de rubans encreurs en mode difficile. Quand on prend le personnage de Chris Redfield, donc le personnage masculin, on a moins de place dans l'inventaire. Il y a plein de choses comme ça qui en plus créent une forme de rejouabilité. C'est-à-dire qu'on peut faire le jeu de manière très différente et voire même raconter une autre histoire parce que c'est pas le même scénario en fait, Chris et Jill. Donc il y a aussi ça. C'est un jeu vidéo peut aussi proposer plusieurs points de vue sur une même histoire. Et puis surtout, l'histoire du jeu va être contée par le joueur. En réalité, c'est lui qui détermine ce qu'il va visiter en premier. Alors que dans un film, c'est imposé par un point de vue de metteur en scène. Même dans un jeu dirigiste comme celui-ci, il y a quand même des choses qui sont vraiment impulsées par le joueur, qui sont décidées par le joueur, et qui sont même induites, voire déduites par le joueur. Des choses qui ne sont pas du tout explicitées par les cinématiques, par exemple. Des éléments de scénario qu'on ne peut comprendre que parce qu'on a trouvé telle ou telle brochure de journal, tel ou tel journal intime d'un gardien du manoir, etc. Et ça aussi, ce qu'on appelle la narration enchâssée, en fait, va permettre de produire une autre expérience de jeu. Donc il y a plusieurs façons d'appréhender le texte vidéoludique, là où il y a une façon en cinéma en fait, hein, alors qui pose d'autres questions bien sûr. Ouais. Est-ce que justement on peut
Est-ce que ce serait du coup un film ou plutôt un Ouais. jeu vidéo presque? On est à la frontière des deux. Bandersnatch, hein, c'est un épisode de la série Black Mirror qui est un épisode interactif où on choisit en fait parfois des embranchements qui vont nous faire aller à différents endroits. Donc on est évidemment dans une forme d'interactivité vidéoludique, clairement. Donc c'est vraiment une expérience à part, concrètement, qui est ni vraiment un épisode de série, ni un jeu vidéo à part entière en fait, parce que s'il y a interactivité, est-ce qu'il y a vraiment du jeu ? C'est une vraie question. Il y a la question du ludique hein, qui entre en ligne de compte. Là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le jeu est très plaisant à jouer. Il y a aussi cette dimension hein, de rapport à l'œuvre qui est aussi assez intéressante à creuser. Donc, on est plus du côté du film interactif dans Bandersnatch, et plus du côté du jeu vidéo à proprement parler dans un jeu comme Resident Evil, où là, pour le coup, l'interactivité ne se limite pas à des choix. L'interactivité repose vraiment sur une dextérité, sur le fait qu'on va décider d'un déplacement du personnage, qui d'ailleurs, vous le constatez, on n'en a pas parlé, mais c'est un personnage modélisé en 3D, qui est visible sous tous les angles. Là aussi, grande différence avec le cinéma, qui propose des angles de vue arrêtés, où évidemment on ne peut pas tourner autour du personnage, l'angle de vue est décidé par le cinéaste. Certes, ici, les angles de vue sont décidés par le game designer, mais le personnage est effectivement appréhendable sous tous les angles. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans l'histoire du jeu vidéo et du cinéma, puisqu'on est en 2002, Final Fantasy, le film, est sorti 2 ans auparavant. Là, 1 an après, il va y avoir la suite de Matrix. Plein de jeux qui vont... Enfin, plein de films, pardon, qui vont reposer sur ce qu'on appelle la motion capture, technique qui a été utilisée sur Resident Evil, hein, puisque là, les mouvements de Jill Valentine ont été captés à même le corps d'une comédienne. Et c'est évidemment ces mouvements plus réalistes que dans les jeux qui pouvaient être produits auparavant, qui va aussi... impliquer davantage le joueur dans l'action, dans les situations. C'est qu'on va reconnaître des expressions, on va reconnaître une façon de se mouvoir, une façon de se courber face au danger, le fait de brandir l'arme, etc. On a une fluidité du mouvement qui est vraiment liée à une technique qui va être partagée entre cinéma et jeux vidéo. Énormément de films utiliseront la motion capture par la suite, mais pour d'autres raisons, et parfois pour offrir justement des possibilités de mouvement dans l'espace, de déplacement, de trajectoire de la caméra qui aurait été impossible à faire en prise de vue réelle. Là, Resident Evil s'en prive en quelque sorte, mais l'exploite par contre dans certaines cinématiques. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks, I'll take it. See you later. Ciao. On observe aussi bien sûr la dimension très militarisée de ce type de jeu vidéo que nous allons retrouver bien sûr dans le Zombie de Romero, hein, qui vient pas de nulle part. Et cette question de la sécurisation du lieu est aussi l'un des enjeux très forts de ce film qui, on va le voir, a des atours vidéoludiques assez intéressants. Ouais. Je me disais que alors dans la catégorie jeu d'horreur, moi je ne vois que celui-là et un Lone qui ont ce type de mise en scène, c'est-à-dire vous avez des tableaux. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui ont employé ce type de mise en scène? Parce que là, tout est standardisé, c'est une caméra troisième personne, c'est-à-dire derrière son avatar, et le joueur peut déplacer la caméra. À l'époque, il y en a eu quelques-uns. À l'époque, il y a eu Dino Crisis, il y a eu Forbidden Siren, il y a eu... C'est Capcom, bien sûr. Silent Hill, un peu différent, mais il y a quand même des choses un peu comme ça dans Silent Hill. Par contre, en effet, c'est ça. C'est dommage parce que ça pense quand même un caractère en termes d'atmosphère. Ouais. Ça existe dans les autres jeux. C'est dommage que ça ne soit trop sorti. C'est plus rare. Il y a eu quand même des tentatives. Je pense à un jeu qui s'appelle Tormented Souls, qui est sorti il y a 3 ans, je crois, qui est vraiment un hommage à Resident Evil, qui retrouve le même côté poisseux, le côté très angoissant de l'image, etc., avec ce même type de colorimétrie tiré vers le bas, etc.
Le jeu est pas très réussi parce que notamment il est très très difficile et c'est assez insupportable parce qu'on meurt très vite, on retourne très très loin en arrière à chaque fois. Donc je suis pas allé très loin dans le jeu, mais il y avait vraiment cette volonté de rendre hommage à Resident Evil 1. Et puis il y a eu le jeu White Knight qui est tout à fait intéressant aussi, qui est un jeu beaucoup plus dans l'esprit Sin City au niveau de l'esthétique avec des blancs et des noirs extrêmement contrastés. Mais pareil, un manoir à explorer et un jeu sur l'obscurité et la lumière tout à fait intéressant. Donc il y a quand même des tentatives, mais c'est clair que c'est un système de jeu un peu désuet en fait. Concrètement, les joueurs aujourd'hui s'accommodent beaucoup plus des vues continues en fait, avec pour la bonne simple raison que ça permet le skill. Un jeu comme ça ne permet pas le skill, le côté performance, etc. C'est les performances de jeu en fait, c'est d'être capable de faire un run de jeu vidéo sans erreur et puis faire du high score, etc. Resident Evil n'est pas du tout fait pour ça. C'est un jeu il faut être patient pour jouer à ce jeu. C'est pas un jeu où on va gagner des points et on va être plus fort que les autres. C'est un jeu qui repose sur une configuration de l'espace qui est tout à fait unique en son genre, même quasiment. Il y a eu quelques cas de figure, mais on pense à Alone in the Dark, bien sûr, évidemment aussi. C'est un rapport à l'espace ludique qui n'est pas celui du jeu vidéo contemporain, très clairement. C'est aussi pour ça que ce jeu a été, pas un échec, mais en 2002, il n'a pas beaucoup fonctionné, en fait. C'est aussi pour cette raison que Mikami s'est dit, pour le 4, il faut qu'on change la formule, et il faut qu'on passe au jeu d'action en vue à la troisième personne. C'est cette raison-là c'est le fait que ça marchait plus, ces jeux-là, tout simplement. Donc peut-être un héritage qui s'est perdu, mais aussi l'occasion de les redécouvrir comme ça sur un grand écran. Alors, je sais pas du tout quelle a été votre expérience, parce que bon, j'ai beaucoup parlé, parfois un peu avancé à tâtons pour éviter d'aller trop vite, pour pouvoir avoir le temps de commenter les images. Mais voilà, j'espère évidemment que ça vous aura intéressé comme façon de regarder les images de jeux vidéo, qui ne repose plus uniquement sur le fait qu'on va ramasser un truc et on va faire un truc, mais de montrer comment c'est conçu en fait dans l'idée même du game, ce qu'on appelle le game design, qui est l'équivalent de la mise en scène cinématographique. S'il n'y a pas de mise en scène cinématographique dans le jeu vidéo, il y a bel et bien une réflexion sur les images qui passe donc par tout ce que j'ai pu vous expliquer un petit peu ce soir. Ouais. Vous avez fait les autres Resident Evil? Pas tous. J'ai pas fait le 5 que j'ai commencé à le faire et il m'a très vite agacé, et j'ai pas fait le 6 que j'ai trouvé absolument horrible. Par contre, j'ai fait quasiment tous les autres, enfin pas les spin-offs, etc., mais les épisodes canoniques, oui. Ouais. Y compris le 8e épisode, qui est le village, que je trouve formidable, et qui a notamment connu un DLC, on en parlait tout à l'heure, un contenu téléchargeable, que je suis en train de faire en ce moment et qui est formidable. Je me suis dit, ça aurait pu même être la séance de ce soir, tellement il est inventif, ce DLC. Il y a plein de choses en termes de relation à l'espace et donc de rapport au cinéma également. Il y a une séquence notamment qui est absolument terrifiante. Pour le coup, le jeu est intéressant parce qu'il revient à des marottes des premiers épisodes où l'ambition c'était quand même de créer la peur. Ces jeux-là faisaient terriblement peur à l'époque. Encore aujourd'hui, hein, là on est en groupe, mais tout seul, Resident Evil, le remake, il est quand même chaud, quoi. Mais dans le DLC là, de Village, il y a toute une séquence horrifique avec une idée de game design que j'avais jamais vue ailleurs et qui est vraiment extraordinaire pour ceux que ça intrigue. Je vous conseille vraiment d'y jouer, au moins pour cette séquence, et quand vous y serez, vous saurez de laquelle je parle. C'est évident. Je sais pas s'il y a d'autres questions, remarques. J'ai le micro dans les mains, donc je vais poser une question. Juste, ouais, je me disais que peut-être que ce type de jeu, ce type de game design est peut-être aussi tombé en désuétude à cause de l'augmentation des capacités du matériel. Et en fait, je me demande à quel point un jeu comme ça doit aux limitations de la machine justement toute l'exploitation du hors-champ, l'exploitation des plans fixes, enfin semi-fixes. Et je pense que le fait que les machines soient devenues capables de modéliser en fait quasiment en temps réel des espaces beaucoup plus grands, ça a donné des envies aussi de grandeur, quoi. Bah, sur l'épisode de 96, donc le tout premier épisode, c'était des considérations techniques qui ont mené à la mise en scène qu'on connaît ici. Au départ, Capcom voulait faire un jeu en vue subjective. Et Mikami a dit, mais techniquement, on n'y arrivera pas, c'est beaucoup trop ambitieux, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on opte pour quelque chose, une solution de facilité, entre guillemets, donc c'est celle-ci qui a été choisie. D'ailleurs, c'est vrai que je voulais dire ça, j'ai un peu oublié. L'ouverture du jeu, donc le moment, la cinématique inaugurale,
assez génial quand même, le moment où on voit le militaire avec sa caméra, enfin sa caméra infrarouge, qui est vraiment héritage du jeu FPS, du jeu de la première personne, où on voit l'arme, etc. Donc là, on est complètement dans cette logique. Et qu'est-ce qui lui arrive à ce personnage-là? Il se fait tuer. Donc on voit la caméra qui tombe au sol, littéralement, avec la tache de sang sur la caméra, comme pour dire, vous vous attendiez à avoir un remake qui emploie la vue subjective, et ben non, vous l'aurez pas, vous aurez un remake qui reprend les codes visuels de l'original. Donc il y a tout un jeu aussi assez amusant avec le joueur, qui peut s'attendre à quelque chose, et finalement, là où Mikami le surprend, ce n'est pas dans la reconfiguration, la refonte totale du jeu, mais dans des petites idées, des petits détournements, et surtout cette beauté plastique qui ici est évidemment permise par le décor en 2D. Concrètement, il n'aurait pas pu avoir cette qualité visuelle qui, vous voyez, n'a pas beaucoup vieilli en fait, si le jeu avait été fait intégralement en 3D. À l'époque, c'était totalement impossible. Donc, tout à fait, il y a ce lien à la technique qui est évident. Voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres remarques. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, Jean-Baptiste.